mesdames et messieurs, chers étudiants, chers collègues, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque magnifique, bien que mathématiques ne soit pas au cœur du sujet de la question centrale, mais plutôt à la marge. Mais je pense qu'on trouvera des points de contact, des ponts, des passerelles facilement. Mon propos est d'évoquer un mythe de la civilisation ibéro-américaine à une époque dans laquelle les concepts de multiculturalisme ou d'interculturalité n'existaient pas encore, n'avaient pas encore cours, tels que des intellectuels comme Bourdieu ou d'autres les ont échafaudés et construits de par le monde, à partir des années 70 du siècle précédent. On pourrait dire donc que nous nous éloignons de l'espace caucasien, géographiquement parlant, mais ce n'est que pour mieux nous en rapprocher d'un point de vue civilisationnel, car l'universel est d'autant mieux capté que le local est vivace et authentique, apte à se charger de significations intemporelles valables sous toutes latitudes. La thématique choisie sera donc susceptible d'établir des passerelles ou des points de convergence avec les Caucases, territoire de croisement et de fusion des cultures par excellence, comme ce fut le cas de l'Espagne à travers les siècles, par la présence sur son sol des Phéniciens, des Romains, des Goths, des Arabes, des Juifs, et autant de peuples qui ont fécondé et enrichi les substrats celtivères. L'écrivain mexicain et prix Cervantes Carlos Fuentes le souligne à juste titre. Je cite: « Nul pays d'Europe, hormis peut-être la Russie, n'a été envahi et occupé par un si grand nombre de peuples. » D'autre part, n'oublions pas que les premiers nomades sont arrivés en Amérique à pied, à travers les steppes, la taïga, les forêts boréales et la toundra russe par le détroit de Bering, en face de l'actuel Alaska. Ces chasseurs-cueilleurs ont commencé à peupler il y a environ 40 000 ans, du nord vers le sud, un vaste continent longtemps inhabité. C'est l'immense territoire que Christophe Colomb a confondu avec Cipango, le Japon, ou Cathay, la Chine, dans les sillages d'un certain Marco Polo. À un moment où la poussée de l'Empire ottoman et la chute de Constantinople en 453 obligent le commerce occidental à trouver de nouvelles routes vers l'Orient. La Méditerranée, le Mare Nostrum, étant devenu trop périlleux pour les flottes chrétiennes. Dans ce contexte, les navigateurs ibériques cherchent de nouveaux passages maritimes dans le but d'intensifier le commerce de la soie et des épices. Les Portugais en contournant les caps de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, les Espagnols en mettant les voiles vers l'ouest, vers le Mare Ignotum, la mer inconnue, au-delà du Finistère galicien, la limite de la terre connue jusqu'alors. C'est ainsi qu'une Espagne héritière des trois cultures monothéistes, habituée au choc tour à tour fécondant ou violent avec d'autres peuples, et cela depuis des siècles, se lance en 1992 dans une aventure qui va marquer un tournant dans son histoire. C'est encore l'Espagne modélée par l'échange multiculturel dont le pays est imprégné. Mais ce n'est plus l'Espagne de la cohabitation sur un même territoire, dans les mêmes villes des trois cultures, symbolisée par l'école des traducteurs de Tolède. Comme disait hier M. l'ambassadeur, l'église, la mosquée, la synagogue, côte à côte, et l'art de vivre ensemble. Ce n'est plus cela. Cette nouvelle Espagne a été construite dans l'élan de la reconquête contre les morts, à coups d'expulsion et de pogroms, sous les signes d'une foi catholique conquérante. Le pays a été unifié à tous les points de vue, politiques, religieux et même linguistiques. Les Castillans, pourvus d'une grammaire fraîchement imprimée, deviennent la langue de l'Empire hispanique, la langue avec laquelle Charles Quint, qui a maîtrisé d'autres, s'adresse, confesse-t-il, à Dieu. Cette Espagne se projette corps et âme vers le nouveau monde, vers ce monde que Christophe Colomb a découvert de façon inopinée. En quête des rêves de gloire, appâté par les métaux précieux, mais aussi mû par une mission évangélisatrice qu'il confond parfois avec un nouvel âge d'or, une espèce de retour au paradis terrestre. C'est un peu l'essence de l'image que j'avais montrée, qui idéalise évidemment l'histoire. Une fois planté ce décor ou cette toile de fond, sans doute trop schématique, j'en conviens,
je vous propose de nous intéresser à une figure féminine clé au XVIe siècle. Il s'agit d'une autochtone de ces nouvelles terres, une femme à l'existence courte, intense et quelque peu rocambolesque, qui va se révéler capitale dans le processus de conquête du Mexique par le capitaine espagnol Hernán Cortés. Cette femme n'est autre que la Malinche que vous voyez sur le cheval avec Cortés, Doña Marina ou Malinayi, la pénitence en langue aztèque, en náhuatl, la femme qui vient de la mer en espagnol, laquelle vécut, à mon sens, selon les paramètres de son temps, une des aventures polyculturelles les plus fascinantes et dramatiques qui soient. On avait connu, bien sûr, d'autres rencontres multiculturelles emblématiques dans l'Espagne aux frontières mouvantes, avec une trace littéraire forte dans la poésie appelée « Poème de la frontière ». Mais l'aventure vécue par la Malinche auprès de Cortés prend une toute autre dimension. Hernán Cortés était un petit hidalgo de l'Extrémadure dont les parents s'étaient saignés aux 4 veines pour qu'il fasse son droit à l'université de Salamanque. Sans trop de succès, à vrai dire, puisqu'il y passe le plus clair de son temps à lire des romans de chevalerie, à rêver des conquêtes et à s'adonner à la galanterie. Tant pis pour les études des lois. Avec les demi-milliers d'hommes qui l'accompagnent, le cœur débordant d'ambition, sans d'autre issue que le triomphe ou la mort, puisque les bateaux ont été coulés pour éviter toute possibilité ou tentation de fuite, Cortés s'empare de l'empire aztèque, le plus puissant de l'espace mésoaméricain. La rencontre avec la Malinche, une jeune indienne plongée de son enfance dans une atmosphère biculturelle, très douée pour les langues, allait marquer le destin et la postérité du conquistador du Mexique, appelé à l'époque la Nouvelle-Espagne. Leur aventure fut épique par excellence, digne de figurer dans une épopée, comme on peut le lire dans les Petits Robert, mais également mémorable au sens le plus courant de l'épithète épique. Ce fut aussi une aventure érotique au plus haut point, si l'on admet que l'érotisme, selon Georges Bataille, serait avant tout, je cite, une approbation de la vie jusque dans la mort. La Malinche est devenue aujourd'hui une légende, une sorte d'icône ambiguë aussi. Une figure dans laquelle la littérature, le roman, la poésie, le théâtre a puisé à de nombreuses reprises, en brouillant, tout en y apportant richesse et nuance, sa biographie historique. En quelque sorte, la fiction est venue combler les lacunes des chroniques, des témoignages d'époque, des discours historiques prétendument objectifs et factuels. Cependant, il l'a fait tant et si bien qu'il est difficile aujourd'hui de délimiter les frontières entre réalité et fiction. Il paraît légitime de dire que la littérature et le cinéma ont transformé la personne en personnage, et qui plus est, en personnage mythique. Si nous entendons les mythes comme représentation des faits ou des personnages, souvent réels, déformés ou amplifiés par l'imagination collective ou une longue tradition littéraire. Partant de ces prémices, si l'interculturalité est l'ensemble des relations et interactions entre des cultures différentes, générées par des rencontres ou des confrontations, impliquant des échanges réciproques, la Malinche se place en carrefour interculturel qui interroge notre imaginaire à travers le temps. Comme dirait le romancier guatémaltèque Miguel Ángel Asturias, il y a dans les péripéties vitales de la Malinche un passé si actuel qu'il est bien souvent plus actuel que le présent. Venons-en au fait de la réalité, mais aussi aux ajouts de l'imagination, afin de mieux comprendre la constitution de ces mythes de la polyculture, de sa naissance jusqu'à ses prolongements artistiques 5 siècles plus tard. La plupart des données factuelles que nous possédons au sujet de la Malinche figurent dans les écrits du chroniqueur officiel de l'expédition au Mexique, Bernal Díaz del Castillo. Il avait accompagné Cortés dans toutes ses expéditions, y compris la calamiteuse dernière équipée au Honduras au mois d'octobre de l'an 1524. À la fin de sa vie, il rédige ses mémoires, un ouvrage passionnant au titre éloquent, Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne.
Il était doué, dit-on, d'une mémoire prodigieuse. Il n'oublie pas un seul cheval, ni qui les montait. On y apprend, parmi beaucoup d'autres faits d'intérêt, que celle que Cortés appellera plus tard Malangue était sociable, enjouée, maligne, désinvolte et très belle. Nous savons aussi qu'elle était née aux alentours de 1500 à Painala, près de l'ancienne capitale Olmec, au sud-est de l'Empire aztèque. Sa famille était noble. La jeune femme paraissait de ce fait destinée à une vie prometteuse et insouciante. Néanmoins, la mort de son père, le remariage de sa mère avec un autre cacique et les mauvais augures changent radicalement la donne. Elle sera vendue comme esclave et finira entre les mains d'un cacique maya dénommé Chocanpuntun, chef de quelques tribus sur la côte du Tabasco. Ces derniers, devant l'impossibilité de vaincre militairement les Espagnols, armés de foudres et capables de vomir de la fumée, l'offrent comme cadeau de bienvenue à Cortés et à ses hommes, dans un lot composé d'or, de victuailles, de couvertures et surtout d'une ribambelle de jeunes femmes destinées à servir les conquistadors durant la campagne militaire au nom de la couronne espagnole. Dans une nouvelle de Carlos Fuentes, au titre évocateur, Les Deux Rives, le premier interprète de Cortés, Jerónimo de Aguilar, donne sa première impression de la Malinche. Je cite, « Les caciques vaincus de la région nous livrèrent 20 femmes. L'une d'elles attira mon attention, non seulement par sa beauté, mais par son air altier qui semblait en imposer aux autres esclaves et même aux caciques. » Selon le récit de Díaz del Castillo, Cortés ordonna le baptême immédiat de ces dames afin que ces hommes puissent avoir des relations charnelles en respectant les lois de l'Espagne, d'après lesquelles les concubinats n'étaient possibles qu'entre chrétiens célibataires. Dans la réalité, la distance avec l'Espagne, l'inexistence d'administration judiciaire au commencement de la conquête et le sentiment d'en être revenu au paradis ancestral estompaient totalement l'application de la loi. Dans la nouvelle Le Fils du Conquistador de Carlos Fuentes aussi, le fils bâtard de Cortés et de la Malinche, Martín, confirme cet état d'esprit qui confine à la débauche des sens. Notre père, dit-il, fut un grand conquérant des chairs fraîches, autant que des territoires. Il avait d'innombrables femmes. Il avait commerce charnel avec une quarantaine d'indiennes. La Malinche fut offerte à l'un des capitaines de l'expédition et parent de Cortés, un dénommé Portocarrero. Cortés lui-même, bien qu'ayant femme légitime dans son domaine de Cuba, prit possession d'une autre fille. La littérature a exalté, embelli ou mythifié la première rencontre entre les conquistadors et celle qui, en langue nahual, la langue des Aztèques, s'appelait Malintzin, prénom qui, je le rappelle, signifie pénitence. La romancière mexicaine Laura Esquivel, pour n'en donner qu'un exemple, brosse dans son roman La Malinche un tableau qui fait songer au viol de Sabine par les premiers romans, dans le sens d'un bienfait, d'un acte inévitable et salutaire. L'écrivaine présente un Cortés dont le sang ne fait qu'un tour en remarquant la beauté de la Malinche, mais se refusant tout de même à céder à l'appel de la chair en la personne d'une esclave indienne. En réalité, la romancière décrit une scène de coups de foudre qui, tacite au début, éclate au grand jour par la suite entre la femme enfant polyglotte, possédée par les démons de la langue, et les conquérants extrémaduriens. Je ne résiste pas à la tentation de vous citer un passage de ce texte où Cortés, durant la cérémonie du baptême des esclaves, demande à la Vierge de lui donner des forces pour sauver les peuples indigènes des ténèbres, les conduire vers la juste foi et les détourner de l'idolâtrie et des pratiques sacrificielles funestes. Je cite, « Lui était un homme de foi, la foi l'élevait, lui donnait de la hauteur, le transportait hors du temps. Et justement, à l'instant où il sollicitait son aide avec le plus de ferveur, ses yeux croisèrent ceux de Malinalli, et une étincelle maternelle leur insuffla le même désir. Malinalli sentit que cet homme pouvait la protéger. Cortés, que cette femme pouvait l'aider comme seule une mère
pouvait le faire de manière inconditionnelle. On peut constater que tant la chronique contemporaine des faits que les romans, les nouvelles ou les pièces de théâtre écrites 5 siècles plus tard lient ou entremêlent indissolublement l'une des plus grandes épopées accomplies dans l'histoire, la conquête de l'Empire aztèque par une poignée d'aventuriers, et l'histoire d'amour colonial au sens des rapts et des possessions violentes, tel que l'entend Denis de Rougemont dans son ouvrage « L'amour et l'Occident », entre Cortés et la Malinche. La relation sera donc marquée au début par la même brutalité que comporte la conquête elle-même. Il s'agit d'un couple providentiel formé par un homme et une femme de cultures diamétralement éloignées. Un couple qui, au-delà des inimaginables conséquences géopolitiques et civilisationnelles, allait donner lieu à la naissance du premier métis connu du Nouveau Monde, l'Amérique colonisée par les Espagnols. Le déclic s'est produit lorsque l'interprète de Cortés, un Espagnol ayant vécu 10 ans dans une tribu maya du Yucatan, après un naufrage, Jerónimo de Aguilar, découvre que Doña Marina, qui s'était déjà distinguée par son élégance, sa forte personnalité et sa finesse d'esprit, maîtrise, bien entendu, la langue maya, mais aussi la langue nahual de son enfance, sa langue maternelle. Un jour, vendredi saint de surcroît, lorsque Cortés et ses hommes montent le campement pour la nuit, quelques émissaires de l'empereur Moctezuma se présentent pour s'informer des objectifs de ces étranges voyageurs. Cependant, la langue était une barrière insurmontable. Jerónimo de Aguilar ne parlait pas le nahual et les émissaires ignoraient totalement l'espagnol. C'est à cette occasion que l'on découvrit le talent d'interprète de Doña Marina. À partir de ce moment, celle qui apparaît belle comme une déesse aux yeux de Díaz del Castillo, les chroniqueurs, va se parer d'un pouvoir encore plus fatal dans le succès d'une expédition qui semblait vouée à l'échec, au massacre des Espagnols. Selon Díaz del Castillo, la méthode était la suivante, très simple. Cortés parlait à Aguilar et celui-ci à Doña Marina et celle-ci aux Aztèques, et vice-versa, dans l'autre sens. Cette communication directe et immédiate fut capitale dans la stratégie militaire et diplomatique à l'égard des peuples soumis par les Aztèques. Elle permit aussi à Cortés de comprendre la mentalité et les croyances des Aztèques, d'interpréter et de tirer profit des mauvais augures qui annonçaient une apocalypse et l'arrivée d'une incarnation du dieu Quetzalcoatl, leur dieu principal, par la mer. Dans la mythologie locale, ce dieu était parti à la suite d'un inceste accompli avec sa sœur une nuit d'ivresse. Quetzalcoatl, sous les apparences d'une sorte de centaure espagnol à longue barbe, semblait revenir pour accomplir un viol, mais pas seulement un viol sur la femme, un viol tellurique, un viol planétaire. Tel qu'il nous est décrit par la romancière Laura Esquivel, ce viol prend les contours d'un érotisme zénital. Doña Marina prend un bain tout nu, s'imprègne du dieu de l'eau, Tlaloc, selon son habitude, et Cortés s'approche d'elle comme aimanté par son dos, ses hanches, ses cuisses. Quand elle se retourne, il en a le souffle coupé et note, je cite, la turgescence de ses sangs pointés directement vers son cœur. Il sentit une puissante érection et un irréfrénable désir de la posséder. Mais il se devait de la respecter. Ainsi, il plongea son corps jusqu'à la ceinture dans l'eau froide pour essayer de calmer un peu sa fougue virile. C'est sage. Cortés avait compris que Marinali était sa véritable conquête. La tentation, naturellement, prend le dessus. Débouche sur une scène de copulation, disons, cosmique, qui s'étend sur 4 pages, au ton extrêmement cru et poétique à la fois. Tous les éléments de la nature, comme un écho au mot de bataille, quand il affirme que quand l'homme ou les animaux copulent, s'accouplent, la terre tressaille, semblent participer de cet accouplement sauvage, primordial. Je schématise à l'extrême. Il faudrait lire la totalité du passage pour bien comprendre que cette forme de viol s'assimile à la métaphore du cataclysme qui donne lieu à une renaissance après l'orage et les déluges.
dans un sens un peu biblique. L'attitude fataliste de la Malinche nous fait songer au mot célèbre de Sainte Thérèse, que vous connaissez sans doute tous et toutes. Je le lis. La douleur était si grande qu'elle me faisait gémir, et cependant, la douceur de cette douleur excessive était telle que je ne pouvais souhaiter en être délivré. C'est paradoxal, mais c'est très intense. La douleur était si grande qu'elle me faisait gémir, et cependant la douceur de cette douleur excessive était telle que je ne pouvais souhaiter en être délivré. Fin de citation. D'autre part, la possession charnelle scelle à jamais, comme dans une nouvelle Genèse, le métissage des corps et des cultures. Jerónimo de Aguilar, l'interprète déchu et secrètement épris de la Malinche, se torture à imaginer dans la nouvelle Les Deux Rives les nuits d'amour entre l'homme d'Extrémadure, je cite, et sa maîtresse, le corps de la jeune femme, la police couleur cannelle, avec les roses rondeurs excitantes que ces femmes utilisent pour vous assaillir, et leur sexe secret profond qu'elles cachent, aux poils rares, mais au sucre abondant, entre leurs larges hanches. Chance, amour, intelligence en flamme, guidant jusqu'à la nefle parfumée de l'indienne, le sexe embroussaillé d'une barbe pubique, aussi sauvage que la végétation d'Extrémadure, puis une paire de couilles que je m'imagine tendues, dures comme les balles de nos arquebus. C'est Carlos Fuentes qui écrit, ce n'est pas moi. Quoi qu'il en soit, l'avancée des troupes espagnoles jusqu'au cœur de l'Empire aztèque, sa décapitation n'aurait pas été possible sans les rôles d'interprétation linguistique et culturelle menés avec une dévotion amoureuse, quasi sacrificielle, par Doña Marina. Très vite, par ailleurs, elle apprend l'espagnol, ce qui rend inutile les concours de Jerónimo de Aguilar et facilite les tête-à-tête constants, la complicité politique et l'intimité charnelle entre Cortés et Doña Marina. Dans la nouvelle cité, Les Deux Rives, Carlos Fuentes donne à nouveau la parole à l'interprète dépossédé de son pouvoir par la Malinche. L'écrivain mexicain exprime la force d'une langue liée au désir, à l'érotisme originaire, à travers la complainte de Jerónimo de Aguilar. Je cite « La dite Marina, fille de pute et pute elle-même, avait appris à parler l'espagnol, la drôlesse, la perfide. Elle m'avait volé mon monopole de la langue castillane. La Malinche avait extorqué la langue espagnole au sexe de Cortés. Elle l'en avait châtré sans qu'il s'en aperçoive, confondant l'amputation avec le plaisir. » Fin de citation. Et Carlos Fuentes d'ajouter « Le plus terrible, cependant, n'était pas le sexe de Cortés, mais que du fond de la terre brûlée, du deuil, de la brume, est surgi la langue, véritable sexe du conquistador, qui l'est planté dans la bouche de l'indienne avec plus de force, plus de semences, plus de fécondité que le sexe lui-même. » Il va sans dire que l'histoire est 1000 fois plus longue et complexe. Le fait est que Cortés, dans sa frénésie conquérante, abandonna malgré tout sa jeune langue et maîtresse. La fin de la vie du conquistador ne fut pas vraiment glorieuse. Quant à la Malinche, les chroniqueurs Díaz del Castillo racontent que les deux premiers mots qu'elle acquit en langue espagnole furent Dieu et cheval, l'animal qui ne cessa de la fasciner jusqu'à sa mort, aux alentours de 1530, sans doute à cause de la variole, maladie apportée par les Européens, par les Espagnols, et contre laquelle les Indiens n'avaient aucune immunité. L'enfantement de son fils Martin coïncida avec l'enfantement d'un nouveau monde. Elle se nommait Malintzin, qui veut dire pénitence. Elle fut la première chrétienne connue de la Nouvelle-Espagne, mais son peuple la surnomma la Malinche, qui signifie vraiment la traîtresse. On pourrait en conclure succinctement que l'interculturalité prend avec ses couples mythiques une de ses formes les plus intenses et radicales, celle de la passion au sens étymologique, passion des corps et des esprits mêlés. Comme le note Carlos Fuentes avec finesse et clairvoyance, les Indiens vaincus et les Métis
finalement rejoints par les premiers Africains, entamèrent un processus de conquête des conquérants, favorisant l'éclosion d'une société proprement américaine, multiraciale et polyculturelle. Merci de votre attention. Excusez-moi de la grossièreté de certaines citations. Voilà.